Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette vidéo d'introduction à la science ouverte. Donc, il s'agit d'un préambule aux modules doctoraux que l'on propose et qui sont au nombre de trois. Un premier sur l'édition scientifique et l'open access, un second sur la gestion des données de recherche et un troisième sur l'identité numérique du jeune chercheur. Et donc, ils vous sont proposés par l'équipe d'appui à la science ouverte de l'Université de Montpellier que je représente aujourd'hui. Cette présentation doit vous donner les bases nécessaires à la compréhension de ce mouvement international qu'est la science ouverte, qui fixe le cadre général dans lequel viennent s'insérer les modules que je viens de vous citer. Et donc, certains termes ou certaines notions qui peuvent être très rapidement abordées dans cette introduction seront largement développées dans les modules. L'objectif de cette formation, il est double. D'une part, il va s'agir de savoir ce qu'est la science ouverte, de connaître son périmètre et ses enjeux, et d'autre part, de comprendre comment elle s'articule avec la recherche à différentes échelles, puisqu'on va parler d'un mouvement international qui se décline localement et jusqu'à une échelle individuelle, évidemment, qui va vous concerner directement. Donc, c'est important de bien resituer ce contexte et de comprendre aussi les liens entre les différentes échelles. Pour commencer, donc on vous propose cette diapositive avec trois définitions qui finalement se complètent assez bien pour donner une définition globale de la science ouverte. Donc je ne vais pas les lire, mais l'idée générale à retenir, c'est que la science ouverte, ça vise à proposer une recherche plus ouverte, évidemment, plus documentée, plus transparente et donc plus reproductible. Pour cela, il faut ouvrir l'intégralité du processus de recherche. Donc, ça concerne aussi bien les publications que les données qui ont servi à générer les publications et également les logiciels et codes sources qui ont servi à générer ou à traiter les données. Donc, on est vraiment sur l'intégralité du processus de recherche. Et du coup, d'ouvrir ce processus, ça va avoir des implications fortes sur la pratique de la recherche au quotidien et c'est ce qui est dit dans la troisième définition, avec notamment une nouvelle façon de faire de la science qui est un clin d'œil au principe FAIR. Les principes FAIR, c'est un acronyme pour facile à trouver, accessible, interopérable et réutilisable que vous allez retrouver très fréquemment quand vous allez entendre parler de science ouverte et qui s'applique aux différents produits de la recherche. Donc, on reviendra de manière plus ou moins explicite sur ces principes FAIR dans les trois cours, le cours sur l'édition scientifique et l'open access, le cours sur les données de la recherche et également le cours sur l'identité numérique du chercheur. De manière synthétique, ce qu'il faut retenir, c'est que la science ouverte, on peut dire que ça désigne l'ensemble des principes, méthodes, outils et pratiques qui visent à rendre les connaissances et les productions scientifiques librement et gratuitement accessibles et réutilisables par tous, à la fois les scientifiques, mais aussi les citoyens. Cette diapo vous présente une frise chronologique qui est non exhaustive, avec juste des jalons qu'on a choisis pour leur importance, mais qui permet de situer un petit peu la science ouverte dans le temps et d'illustrer son développement au fil des années. Ça permet de voir que c'est un mouvement qui est relativement récent. Il a pris ses racines donc au début des années 90 dans le mouvement de l'open access, mais la science ouverte en tant que telle ne s'est structurée qu'au milieu des années 2010. Donc à partir de l'open access, ça s'est progressivement élargi à d'autres champs, dont les données de recherche, dont on va parler très largement. Et donc voilà, c'est comme ça que on en arrive aujourd'hui à un mouvement international qui se structure, mais qui est finalement assez récent. Et donc, la plupart des repères qui sont indiqués sur cette frise sont abordés dans les cours sur l'édition scientifique et les données, notamment. En termes de périmètre, la science ouverte, c'est un ensemble qui englobe différentes briques qui sont représentées ici en bleu. Et donc, le libre accès aux publications scientifiques et les données de la recherche, ce sont deux piliers majeurs de la science ouverte, mais ce ne sont pas les seuls. On va trouver aussi la question de la relecture ouverte, de la méthodologie ouverte et les logiciels libres qui viennent compléter ce dispositif d'ouverture du processus de recherche dans son ensemble, donc qui renvoie aux définitions dont je viens de vous parler. Et on a également deux autres thématiques qui sont connexes, qui sont englobées dans la science ouverte, les ressources éducatives libres d'une part, donc qui vont concerner plutôt la partie enseignement que la partie recherche, et également les sciences citoyennes et participatives sur lesquelles je vais revenir juste après. Donc ça constitue le périmètre global de la science ouverte.
Maintenant, quels sont les enjeux qui sont liés à ce mouvement international? Donc, on en a d'ordre différents, mais ce qu'il faut retenir déjà, c'est que tous les enjeux que je vais vous présenter sont fortement liés les uns aux autres. Donc, en premier lieu, on va trouver des enjeux académiques ou scientifiques. Le premier d'entre eux, c'est de faciliter l'accès à l'information scientifique et technique, favoriser les échanges entre les pairs et la circulation des idées, et évidemment, tout ça dans l'objectif de garantir l'objectivité des connaissances produites par la recherche. Ça, c'est des enjeux académiques forts qui sont très liés aux enjeux politiques de la science ouverte, qui sont de restaurer la confiance du citoyen et de lutter contre les mouvements anti-sciences notamment. Donc, ça va passer par cette objectivité des connaissances, placer la science au cœur de la démocratie et donc permettre de baser des prises de décision de politique publique sur des résultats scientifiques parce qu'ils ont été partagés et ouverts de manière transparente et également de développer des sciences participatives dont je viens de parler pour donner aux citoyens l'occasion de contribuer à la recherche telle qu'elle est en train de se faire dans les établissements de recherche. Et ensuite, de manière très liée aux deux premières familles d'enjeux, on trouve des enjeux économiques ou financiers. Le premier étant de diminuer ou de favoriser une efficience des dépenses publiques favoriser la reproductibilité, ça va aussi éviter de reproduire des expériences, de repartir à zéro, plutôt de permettre de se baser sur ce qui a été fait par d'autres. Il y a un enjeu aussi de favoriser une économie de la connaissance. En partageant les résultats, d'autres vont pouvoir s'en emparer et en faire quelque chose, et ça va pouvoir éventuellement générer de la croissance. Donc il y a aussi ces enjeux-là qui viennent se mêler aux enjeux académiques, aux enjeux politiques pour voilà, donner ce spectre d'enjeux assez fort et assez varié autour de la mise en œuvre de la science ouverte. Et puis après, à une échelle individuelle, on va avoir des enjeux plus personnels liés au chercheur, à la visibilité de son travail, etc. Et ça, c'est ce sur quoi on reviendra évidemment dans les modules. Mais c'est important quand même de garder en tête les grands enjeux collectifs dans lesquels la science ouverte se situe. On peut également voir les enjeux de la science ouverte de cette manière. En fait, donc on va retrouver là dans cette représentation à la fois des éléments des enjeux et du périmètre, tels que présentés dans les deux diapos précédentes. Et ce qui est intéressant sur cette diapositive, c'est notamment le lien entre science ouverte et intégrité scientifique. Donc on parle pas directement d'intégrité scientifique dans nos modules. Il y a des modules doctoraux qui sont consacrés à cette question, mais il y a un lien très fort et c'était important de le souligner à ce moment. Donc, d'après le décret de 2021 relatif au respect des exigences de l'intégrité scientifique par les établissements publics, je cite, l'intégrité scientifique se définit comme l'ensemble des règles et valeurs qui doivent régir les activités de recherche pour en garantir le caractère honnête et scientifiquement rigoureux. Et donc, on voit bien que la science ouverte, telle que je vous l'ai présentée, avec son objectif de transparence, de documentation, de reproductibilité, euh, est un levier majeur pour favoriser l'intégrité scientifique. Et d'ailleurs, c'est mentionné en l'état dans le deuxième plan national pour la science ouverte, qui est un document cadre sur lequel on reviendra largement dans les modules et dont je vais reparler juste après. Donc voilà pour cette première partie de l'introduction qui était consacrée aux définitions et aux enjeux. Et ce qu'on vous propose maintenant, c'est de voir dans quel contexte la science ouverte se met en œuvre et comment ça s'articule en fait à différentes échelles, en partant de l'échelle internationale jusqu'à vous. Donc, la science ouverte, c'est un mouvement multi-échelle qui va fixer un cadre global pour faire évoluer la recherche, l'amener à se faire de manière plus ouverte, et donc euh, autour d'un certain nombre de principes qui sont partagés par tous, mais tout en conservant une certaine liberté de mise en œuvre en fonction des contextes régionaux, des contextes locaux ou éventuellement des contraintes disciplinaires. Donc, on va trouver à l'échelle mondiale un certain nombre de recommandations, déclarations internationales. À l'échelle régionale, on va avoir un premier cadre législatif et éventuellement des infrastructures communes qui sont proposées. Ensuite, à l'échelle nationale, on va avoir encore une déclinaison législative plus précise de ce cadre général, un cadrage institutionnel qui est proposé par les établissements de recherche qui mettent en œuvre la science ouverte,
Et également, on peut trouver des politiques de financeurs qui vont avoir une influence forte sur les pratiques des chercheurs, puisqu'ils peuvent induire des obligations autour de la science ouverte. À l'échelle locale, ensuite, on va avoir la mise en œuvre opérationnelle dans les établissements de recherche, donc de ces directives nationales et internationales. Et du coup, ça va être à cette échelle qu'on va vraiment organiser l'accompagnement concret des chercheurs dans la mise en œuvre opérationnelle dans leur quotidien, donc l'échelle individuelle. Donc, dans les diapositives suivantes, on va décliner rapidement ces différentes échelles pour comprendre comment la science ouverte se met en œuvre et comment ces échelles s'articulent les unes aux autres. En fin de compte, ce qu'il faut retenir, c'est que les niveaux que je vous présente là ne sont absolument pas indépendants, mais au contraire, ils sont très étroitement imbriqués les uns aux autres. Et finalement, cette échelle, on peut la lire soit en la descendant ou en la montant. Donc, à l'échelle mondiale, on va retrouver des grandes déclarations internationales, des textes de référence, des recommandations générales qui sont signés par des milliers d'établissements de recherche et ou d'individus à travers le monde. Donc ça, c'est vraiment important. Ça va fixer le cadre général sur lequel on s'appuie ensuite pour la mise en œuvre concrète. Parmi tous ces textes fondateurs, donc c'est une liste évidemment non exhaustive, parmi ceux qu'on vous propose ici, on peut signaler notamment l'initiative de Budapest de 2002, c'est l'acte de naissance officiel de l'Open Access, la déclaration de San Francisco sur l'évaluation de la recherche en 2013, qui est une déclaration majeure aujourd'hui pour initier la réforme de l'évaluation de la recherche, ou encore les recommandations de l'UNESCO pour la science ouverte de 2021, qui ont donc toutes les trois eu un retentissement majeur à l'échelle internationale. Donc ça, ce sont des exemples de ces grands textes qui sont proposés et qui fixent le cadre général. À l'échelle régionale, on est sur le début de la mise en œuvre de la science ouverte, sur la base des principes qui sont proposés à l'échelle mondiale que je viens de vous présenter, mais aussi en tenant compte des pratiques des communautés de recherche qui, elles, du coup, se situent à une échelle locale ou nationale. Donc c'est vraiment important, ça circule dans les deux sens. Donc là, on va vous présenter deux exemples, avec d'abord celui de l'Union européenne, puisque c'est celui qui est le plus proche de nous, qui propose un programme de financement de la recherche, le plan S, qui est issu du programme Horizon Europe, pardon, dans lequel on va retrouver une obligation de publication en open access et de remplissage et de dépôt, enfin, de partage d'un plan de gestion de données pour tous les projets financés. Ou à l'échelle européenne toujours, on va retrouver par exemple le projet Diamas qui vise à structurer l'écosystème de publication sur le modèle Diamant. Ça, c'est un point qui sera très largement développé dans le cours sur l'édition scientifique et l'open access. Un autre exemple de structuration à l'échelle régionale, c'est celui de l'Amérique centrale, Amérique du Sud, euh, où la faute de moyens financiers pour payer les abonnements aux revues ou aux bases de données traditionnelles, ça fait très longtemps que les institutions se sont organisées pour mettre en œuvre le libre accès aux publications scientifiques et pour donner de la visibilité à ces publications qui, sinon, apparaissent relativement peu ou mal dans les systèmes bibliométriques ou bibliographiques qu'on utilise communément dans les pays occidentaux. Et donc, depuis la fin des années 90, on a dans cette région du monde des structures et des infrastructures qui permettent aux auteurs sud-américains de publier leurs travaux en open access. Donc, c'est une région qui a été précurseur dans ce domaine de la science ouverte et dont on s'inspire aujourd'hui pour essayer de mettre en œuvre des choses à l'échelle européenne ou dans d'autres régions du monde. À l'échelle nationale, on va retrouver là différents items sur cette diapo. On a d'abord des outils ou des infrastructures qui sont au service des acteurs de la recherche. Donc, par exemple, on a HAL, qui est une archive ouverte pour le signalement et le partage de la production scientifique. On va avoir Recherche DataGouv qui est un entrepôt de dépôt de données multidisciplinaires. On a aussi l'exemple de DMP Opidor qui est développé par le CNRS, qui est un outil de rédaction et de partage de plans de gestion de données. On a Software Heritage qui va là concerner l'archivage des codes sources. Donc ça, c'est pour tout ce qui était plutôt outils. Mais on va aussi trouver un cadre législatif qui est celui de la loi pour une république numérique qui date de 2016 et sur laquelle on revient aussi assez largement dans les cours consacrés aux publications et aux données.
Et on va trouver également des politiques d'établissement ou des politiques de financeurs de la recherche, comme le CNRS ou l'ANR, qu'on a mis là à titre d'exemple parce que ce sont les plus gros dans leur domaine et que donc ils font un peu office de locomotive, mais ce ne sont pas les seuls, évidemment. Et enfin, vous allez pouvoir trouver aussi un document cadre qui va incarner la politique publique du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche autour de la science ouverte. C'est le plan national pour la science ouverte dont j'ai déjà parlé. Donc, tous ces items, en fait, s'appuient sur le cadre qui est proposé aux échelles supérieures et ils vont ensuite irriguer les échelles inférieures. Et donc, concrètement, ça va se matérialiser comme ça, par exemple, à l'Université de Montpellier. On va trouver d'abord une démarche de sciences ouvertes globale organisée autour de deux objectifs majeurs qui sont asseoir l'usage de HAL pour les chercheurs de l'UM et promouvoir une bonne gestion des données. Et ça va passer, ça va être complété, pardon, par une implication financière de l'UM dans la science ouverte avec une contribution financière à des initiatives comme PCI ou au DOAJ, et également une adhésion à ORCID France, donc un consortium autour des identifiants d'auteurs. Et enfin, en termes de politique d'établissement, la mise en œuvre de la science ouverte, ça va passer par une politique très forte de formation et d'accompagnement des personnels de l'UM, et donc là, on va toucher différentes catégories de personnel par différentes modalités. On a des formations individuelles, on a des formations continues, on a des formations doctorales comme celle pour laquelle vous êtes là aujourd'hui. Voilà, on a aussi un atelier de la donnée dans lequel on est investi. On a des instances sur HAL, sur Recherche DataGo, sur DMPOPIDOR, tout ça pour accompagner au mieux le chercheur dans sa mise en œuvre concrète de la science ouverte au quotidien. Ça nous amène donc naturellement à cette échelle individuelle qui est le dernier échelon ou le premier selon le sens dans lequel on prend l'échelle. Et donc à cette échelle individuelle, il va s'agir de mettre en œuvre la science ouverte dans son activité de recherche au quotidien. Et ça va passer, ou ça peut passer en tout cas par différentes actions. La première, ça peut être d'utiliser un cahier de laboratoire, notamment un cahier de laboratoire électronique comme ILAB-FPW pour documenter sa recherche au quotidien. Ça peut être de remplir un plan de gestion de données dans le cadre de sa thèse. Également, à l'issue de la thèse, une fois qu'on est suffisamment avancé, ça peut être le partage d'un jeu de données dans un entrepôt. À partir de ce jeu de données, on va rédiger un article qui, lui, sera déposé dans l'archive ouverte nationale HAL. On peut aussi développer un code source qu'on va déposer dans Software Heritage et en parallèle de ça, gérer son identité numérique de chercheur pour donner de la visibilité à tous ces produits euh, qu'on a proposés juste avant, notamment via le compte ORCID ou d'autres outils de l'identité numérique. Donc, c'est des pratiques qui sont potentiellement nouvelles et qui vont demander un peu de temps de mise en œuvre, mais qui sont finalement assez peu contraignantes et qui vont à terme vous faire gagner pas mal de temps sur la durée de votre thèse et qui ensuite vont vous donner des bonnes pratiques que vous emmènerez avec vous si vous continuez dans une carrière académique. Voilà pour cette introduction à la science ouverte. Pour terminer, quelques adresses utiles pour vous accompagner dans la mise en œuvre de la science ouverte à l'UM. Donc, vous avez notamment l'adresse SCD formateur recherche, derrière laquelle nous nous trouvons, nous, l'équipe des formateurs qui vous proposons ces modules et que vous pouvez utiliser très largement si vous avez la moindre question autour de la science ouverte, et puis des adresses un petit peu plus spécifiques en fonction des types de sollicitations que vous pourriez avoir. Donc, n'hésitez pas à nous contacter à l'adresse SCD Formateur Recherche si nécessaire, et sinon, au plaisir de vous retrouver, donc que ce soit en présentiel ou en vidéo pour les modules doctoraux à venir. Très bonne fin de journée à toutes et à tous.